Cette vidéo parle du restylage de la Cupra Leon. Que vous soyez intéressé par la version compacte, le break ou cette version top sportive et haut de gamme de la Leon présentée ici, on vous dit tout ce qu'il faut. Avec Thomas et Autocheful en 4K, plein écran. Passons à la Cupra Leon restylée et dans toutes les versions, elle reçoit un nouveau devant avec un design de nez de requin. Donc un design un peu plus affûté à l'avant. C'est en fait assez cool. Ceci est le modèle VZ, version sportive ultime, 333 chevaux. Plus d'infos sur les performances à suivre. Vous avez maintenant de nouvelles lumières avec un nouveau design. Ce design Triforce, style Ganon, vous savez, truc de Zelda et ainsi de suite. C'est exactement à ça que je pense systématiquement lorsque je vois cette structure à 3 points. Quand vous mettez les clignotants, ça remplace celui-ci devant. Les feux de détresse et les LED matriciels sont également disponibles. Et c'est de série ici, pour cette version VZ Extreme, qui est la finition haut de gamme pour vous aujourd'hui, en Glacier White d'ailleurs. La couleur blanche, bien sûr, offre un plus grand contraste ici, avec les parties grises et brillantes que l'on peut voir réparties sur l'ensemble du véhicule. La longueur ici pour le break est de 4,66 mètres ou 183 pouces. Vous pouvez également avoir la Cupra Leon Hatch, qui est alors 26 cm ou 10 pouces plus courte. C'est juste le porte-à-faux, car l'empattement des deux est identique. Ainsi, ils auront le même espace pour les jambes à l'arrière. C'est un aspect vraiment intéressant à considérer quand on pense à la conduite sportive, surtout avec le moteur bien logé à l'avant, avoir un peu plus de poids à l'arrière peut s'avérer être un réel avantage, notamment avec le Sport Tourer. Vous pouvez aussi avoir des freins performants qui sont de série pour cette version VZ Extreme. Dans ce cas ici, frein de performance Akebono. Vous pouvez aussi voir ici ces très grands étriers de frein. Ensuite, le contraste Copa, à la fois des étriers et des roues de 18 ou 19 pouces. Encore une fois, dans la version haut de gamme, les roues de 19 pouces sont de série. C'est une transmission intégrale plutôt axée sur l'avant. La puissance commence par être envoyée à l'avant, puis elle est transférée vers l'arrière. Ce modèle offre une répartition de couple similaire à celle de la Golf R. Vous pouvez envoyer plus de puissance à la roue extérieure en virage. Ce modèle propose aussi un mode drift, utilisable sur des circuits fermés ou des espaces conçus pour cela, comme ici. Qui est mouillé ou enneigé, vous pouvez toujours utiliser le mode drift. Cela permet d'envoyer plus de couple à l'arrière et à la roue extérieure pour une meilleure performance. Puis, le nouveau design à l'arrière, qui est plutôt cool parce que la bande lumineuse passe par ici. On dirait presque une petite Audi ici à présent, tu ne trouves pas? Et ce fameux logo au style tribal, tu sais, à l'origine, c'était effectivement une marque dédiée uniquement au sport automobile de Seat. Et puis, ils ont créé leur propre marque à partir de cela. Si vous activez les clignotants ou les feux de détresse à l'arrière, vous avez ici aussi un effet de clignotant en cascade. Et je pense que, surtout en blanc, cela va très bien avec le véhicule et le logo VZ. Pour ces versions de sport haut de gamme, il y a plusieurs modèles VZ disponibles. D'ailleurs, vous pouvez obtenir une version pour l'hybride rechargeable, une autre pour la berline à haillons et également une pour le break du côté des moteurs à combustion classique. Et c'est ici une particularité réservée pour le break de sport. Seul le break bénéficie de la puissance la plus élevée en combinaison avec la transmission intégrale. Cela n'est pas disponible dans la version hatch, donc c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et nous pouvons jeter un coup d'œil sous le capot. Donc en gros, vous commenceriez avec un 1,5 TSI. Elle sert aussi de base hybride. Un 2.0 TDI et un 2.0 TSI offrent diverses puissances, jusqu'à 300 chevaux pour la berline. Dans le break, vous avez la version 333 chevaux avec 4,8 secondes. Transmission intégrale pour ce modèle, comme je l'ai expliqué plus tôt, et répartition du couple également. Donc, c'est le véhicule le plus amusant que vous puissiez obtenir. Vous pouvez vous amuser tellement avec ce véhicule, surtout que nous avons conduit récemment tant de véhicules électriques, et je veux dire, ils sont super en performance quand vous accélérez en ligne droite. Ce modèle est excellent dans les virages. Vous ressentez clairement un poids beaucoup plus léger comparé à celui des véhicules électriques modernes. C'est vraiment une machine extraordinaire qui est faite pour le plaisir. Avant de passer à l'intérieur, notez que celui-ci a un DCC, suspension adaptative, contrôle dynamique de châssis de série pour les VZ, sinon en option.
La suspension adaptative s'ajuste au mode de conduite, rigide en sport pour dynamisme ou douce pour confort. Elle permet une personnalisation selon vos préférences. Et tu sais, j'adore les comparaisons et je pense que toi aussi. C'est pourquoi, en comparaison directe, le modèle Estate, le Sport Tourer et aussi la Hatch pour toi, afin que tu puisses voir certaines des différences de design. Comme je l'ai dit, la principale différence est la longueur, 26 cm ou 10 pouces. Et je veux dire, au fait, l'IA vient de me dire qu'elle adore vraiment le design de Hatch. Je pense qu'aussi, d'un point de vue purement design, je préfère la Hatch, mais je pense que la version Tourer a l'air cool aussi. Bien sûr, celle-ci a des proportions différentes, c'est sûr. L'avant est identique, comme vous le voyez, même couleur aussi. Ensuite, ici, vous avez un design plus sportif, avec cette hanche plus marquée, je dirais. Celui-ci est le modèle hybride rechargeable VZ. Vous pouvez aussi opter pour le modèle VZ avec moteur à combustion pour la berline, mais celui-ci est spécifiquement l'hybride. Et celui-ci obtient également une autre différence lorsque vous commandez les freins de performance. Nous avons l'Akebono sur le modèle à moteur à combustion. Et ici, ce sont les freins Brembo de haute performance. Elles ne sont pas aussi performantes que les autres ici. L'hybride rechargeable a également une puissance moins élevée, une accélération inférieure, etc. C'est juste à titre d'info complémentaire. Même empattement et juste ce porte-à-faux plus court. Le design fonctionne probablement mieux. À l'arrière, ils sont assez similaires, berline et brake, mais ici c'est un hybride rechargeable. Et pour montrer ici la différence entre la berline et le brake, les roues avant se trouvent à la même hauteur. Les roues arrière également, donc l'empattement est identique. Et là, vous pouvez voir le porte-à-faux différent. Ici, vous pouvez le constater clairement. Lorsque nous allons maintenant à l'intérieur, laissez-moi vous donner une petite introduction car je veux que vous jetiez un œil à l'interface utilisateur en particulier. Récemment, nous avons testé de nombreux véhicules et voitures électriques, vous savez, qui sont véritablement un peu compliqués en termes d'interface utilisateur, et avec un véhicule sur une base plus ancienne, une plateforme vieillissante, vous vous rendez compte que c'était bien mieux et plus facile à contrôler. Puis, nous avons cette finition en noir brillant avec un logo Cupra. Bien que je préfère autre chose, quand c'est propre, c'est joli, ils incluent aussi un bel accessoire en microfibre. Le son à la fermeture était vraiment très solide. Ici, à l'intérieur des portes, la partie supérieure est légèrement adoucie à l'avant un peu. Vous pouvez également obtenir ce système audio Sennheiser et une partie de l'éclairage d'ambiance est déjà intégrée dans la porte. Et voyons ici, quand j'active le clignotant ou les feux de détresse, cela s'affiche également à l'intérieur des portes. Bien que la poche inférieure de la porte ne soit pas revêtue, les commandes pour les rétroviseurs et les fenêtres restent simples et pratiques. J'apprécie vraiment le contraste du gris qui empêche que tout l'intérieur soit entièrement noir. Ensuite, ici aussi un joli badge de seuil d'entrée Cupra, tapis de sol intéressant avec du simili-cuir. Couture contrastante bleue et c'est fabriqué à partir de plastique océanique. Le volant comporte également de vrais boutons, plus de détails à venir, même une couverture ici pour le pot de l'airbag et ainsi de suite. Donc, c'est sympa. Pour les sièges, vous avez un siège de base, un siège sport avec appui-tête intégré ou alors celui-ci. Une autre option, le siège baquet de compétition fabriqué par Sabelt, un fabricant d'équipements sportifs pour voitures qui fabrique ici les sièges ayant un look vraiment cool. Mais la question est, sont-ils aussi confortables? Côté matériaux, ceux-ci sont en tissu, microfibre et cuir synthétique, donc c'est aussi sans produits animaux. Les modèles standards, les modèles sportifs, avec du cuir microfibre rouge, tandis que le siège de base est en tissu. Ils sont assez confortables, même s'ils semblent durs et très sportifs d'apparence. Le fait est que la zone d'assise, notamment au niveau de la tubérosité ischiotique, est un peu plus dure qu'avec un siège de sport normal. En haut, il est confortable et maintient bien, ce qui soulage la partie basse du corps en réduisant le poids ressenti. Donc, cela dépend sûrement de ton corps. Je devrais faire 1000 km avec chaque option pour en arriver vraiment à une conclusion. Je choisirais probablement le siège sport normal, en raison de son rembourrage plus doux et confortable. Ces sièges-là sont également vraiment très chouettes et incroyablement confortables. Avec mes 1,89 m, j'ai vraiment toujours assez de place pour la tête. La position est bonne. Donc, oui, franchement, dès le premier regard à l'intérieur, cette voiture pourrait-elle être l'une des plus cool que l'on ait vues?
un contrôle manuel de la colonne de direction et c'est un processus très fluide. Ensuite, ils ont ce contraste gris, donc ce n'est pas simplement du noir uni. Je pense que c'est une bonne idée aussi avec les coutures contrastées. Et ici, vous avez aussi cette surface tridimensionnelle que vous pouvez sentir. Vous pouvez aussi l'entendre un peu, la boîte à gants est amortie. Vous avez maintenant le système d'infodivertissement de 13 pouces intégré avec des curseurs lumineux de série et le logiciel a été mis à jour. Bien que son apparence ne soit pas la plus moderne, il est plus rapide qu'auparavant. Je pourrai également bientôt vous en faire une petite visite guidée. La console centrale est sur le côté, présente un très beau revêtement. Et quand je le sens côté gauche, côté conducteur, partie avant, deux chargeurs USB-C, aussi un chargeur à induction. Cela est également ventilé, donc le smartphone ne chauffe pas. Manette de vitesse double embrayage. Et puis, vous avez les porte-gobelets ici. Ils ne sont pas adaptatifs. Toutefois, ils ont au moins des tailles différentes. Ici, l'accoudoir pourrait être plus doux pour le coude, honnêtement. Mais ici, vous pouvez le régler en hauteur et aussi en longueur. Donc, les deux sont possibles, alimentation 12 volts en dessous. Ça a vraiment tout d'un aspect solide avec de bonnes finitions. Le volant dispose de palettes pour changer de vitesse. Bon contrôle manuel ici avec le volume bas et haut, côté droit pour contrôler des instruments numériques. Et aussi, pour moi, deux boutons importants. Un pour les modes de conduite et un pour allumer ou éteindre le véhicule. Avec ce bouton Cupra, vous avez la possibilité de changer de mode de conduite. Sur les instruments numériques, vous pouvez avoir un chronomètre de tour, c'est sympa comme avec un grand compte tour, mais aussi une autre vue selon vos préférences. Avec le système d'infodivertissement principal, ce qui compte pour moi, c'est l'unité de climatisation. Il y a ces curseurs et c'est bien qu'ils soient éclairés. Le logiciel lui-même est bon maintenant. Il est en fait plus rapide qu'avant. Ça semble un peu vieillot, mais au moins c'est plus rapide maintenant. Et l'intégration large et agréable d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Et il est également important de désactiver ce limiteur de vitesse ici. Nous écoutons également le système audio et je pense qu'il est plutôt correct. Très axé sur les basses, très intense au niveau des basses. Je pense qu'on en a entendu de meilleurs, mais aussi de pires. À l'intérieur des portes arrière, matériaux durs ici sur la barre supérieure. Et si vous avez ces sièges baquets, le même tissu au même style se retrouve aussi sur les sièges arrière ici, et en fait assez confortable. Les porte-gobelets du milieu, eux, ne sont pas adaptatifs. Une unité de climatisation apparaît avec le contact allumé. Et quand vous vous asseyez derrière ces sièges baquets, l'espace pour les jambes est toujours correct ici, car il serait presque identique à celui des sièges sport normaux. Pour la Léon, que vous choisissiez la berline ou le break, vous obtenez systématiquement la version à empattement long de cette plateforme, contrairement à l'Audi A3 et la VW. La Golf a le haillon, a un empattement plus court. Ici, la Cupra, à la fois l'Octavia, ont chacune la version avec un empattement plus long. Et c'est pourquoi je peux m'asseoir ici en tant qu'adulte grand, derrière un autre adulte grand. La différence ici avec les baquets est la fibre de carbone superbe vue de l'arrière, mais c'est bien sûr plus dur pour les genoux quand vous étendez un peu les jambes. Et ici, pour la hauteur sous plafond, c'est également adapté pour les adultes de grande taille. Comparaison rapide ici, assis dans le modèle hatch et aussi avec les sièges sport normaux. Tout d'abord, la garde au toit fonctionne aussi pour les personnes de grande taille à l'arrière. Et vous pouvez voir que vous optiez pour les sièges baquets ou les sièges sport normaux, la hatch ou le break offre presque toujours le même espace pour les jambes. Passons maintenant au coffre qui affiche une capacité de 620 litres. Examinons cela de plus près. Tout d'abord, avec ce nouveau restylage, vous pourriez vous demander comment l'ouvrir exactement. Et vous ne trouvez rien jusqu'à ce que vous sachiez vraiment que c'est là maintenant. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le porte-clés ou bien le capteur. Ensuite, appuyez ici sur le couvercle et il se rétracte vers l'arrière. Vous pouvez également le plier et il y a aussi ici ce filet pour les toutous. C'est aussi possible. Et puis ici, celui-ci s'ajuste aussi en dessous verticalement. Pas de problème, la largeur ici entre les passages de roues est d'1 mètre ou de 40 pouces. Dans le passage de roues, plus d'espace. La longueur du break, le Sport Tourer, est d'1 mètre ou 40 pouces. Et la hauteur, qui est très importante, ici bien sûr, elle est de 67 cm ou 26 pouces. En dessous, il y a encore plus d'espace disponible. Regarde ça.
il y a un subwoofer. Si tu n'avais pas le subwoofer, tu pourrais avoir un pneu de rechange ou, connais-tu, ces pneus spéciaux qui peuvent se mettre autour du subwoofer. C'est aussi possible ici. Sur le côté gauche, c'est vraiment très intéressant. Il y a une vraie prise. Dans le coffre et en appuyant simplement ici, tu obtiens un crochet d'attelage semi-automatique comme ça. Je peux appuyer à nouveau dessus et puis je peux le replier à nouveau comme ça. Et bien sûr, vraiment pratique pour le break ici, le déverrouillage à distance à droite et à gauche. Donc c'est parfaitement utilisable. Oui, l'un des meilleurs breaks compacts. Et ici, on a bien plus de 1,80 m, soit environ 71 pouces en longueur totale. C'est vraiment, vraiment excellent. Mode Cupra activé. Ce mode plonge dans une performance dynamique avec un son de moteur puissant, captivant les amateurs de sensations. Cette expérience unique permet de profiter du véhicule tout en respectant les normes écologiques. Juste pour vous montrer la différence, le mode normal c'est comme ça, et ensuite de nouveau le mode Cupra pour comparer. D'accord. Puis une accélération de 60 à 100 km. C'est déjà ça, ouais, je dois dire que c'est une performance impressionnante, vraiment. Franchement, je pense que l'effet sonore est peut-être un peu trop accentué, mais cela ajoute certainement un charme unique et particulier à l'ensemble de l'expérience. Ouais, sur le volant, c'est relativement facile à manier. On discutera des réglages DCC et de la direction. Donc j'aime le mode individuel parce que je peux alors régler une réponse de direction plus ferme. Mais le DCC, la suspension adaptative, peut être réglée très douce pour un confort amélioré. C'est vraiment ce que je préfère. En mode individuel, vous avez aussi la possibilité de modifier ces paramètres. Et puis, par exemple, vous pouvez aussi changer le son du moteur ici. Donc c'est bien, vous pouvez configurer votre propre mode personnalisé individuel. Intéressant aussi comment le moniteur d'angle mort est intégré dans la lumière d'ambiance latérale. C'est bien, donc vous le voyez, quand des voitures arrivent et quand j'active le clignotant, ça clignote aussi, ce qui est cool d'avoir un autre avertissement. Une intégration très réussie alliant design d'intérieur et caractéristiques de ces systèmes d'assistance. En parlant des systèmes d'assistance, bientôt nous prendrons aussi des virages sinueux. Pour cela, utilisez le régulateur de vitesse ici, réglez la vitesse ou alors reprenez, et vous pouvez également augmenter la vitesse ici, en bas à gauche par exemple. La distance avec la voiture devant est maintenue. Vous pouvez aussi ajuster la distance ici avec un bouton dédié, etc. Nous pouvons également activer l'assistance de voyage qui nous maintient aussi activement dans la voie. Je tiens mes mains sur le volant, mais je ne dirige pas moi-même. Voyons ici, l'autoroute fait un léger virage à gauche. Voyons voir ici, la transition est vraiment très fluide et extrêmement sophistiquée. J'apprécie vraiment beaucoup ça. Encore une fois, le moniteur d'angle mort, donc oui, ces systèmes d'assistance niveau 2 sont vraiment très bons. Sur l'autoroute, le DCC fonctionne bien. Le mode confort convient parfaitement. Le DCC opère dans un certain spectre. Même en ayant ses roues de 19 pouces, le confort reste tout de même vraiment très bon. L'isolation phonique, ça pourrait être mieux, honnêtement. Ce n'est pas vraiment mauvais ou quelque chose comme ça, mais on a des concurrents là qui sont définitivement meilleurs et aussi à ce prix-là, donc ça devrait être plus silencieux dans l'habitacle, honnêtement. Cependant, il faut dire que cela reste un très bon véhicule pour rouler sur l'autoroute avec confort. Vous ressentez bien le véhicule. Même lors d'un changement de voie, vous sentez que vous êtes sur cette plateforme compacte. Même en ayant un break avec un long porte-à-faux par rapport à la berline, procure toujours ces sensations de compact sportive. Maintenant, en mode Cupra avec l'activation, oui, Léa s'accroche vraiment fermement à la poignée. Vous pouvez maintenant aussi voir l'éclairage d'ambiance à l'avant car il fait un peu plus sombre ici sur la colline. La maniabilité est très fluide et même en montée, la performance reste vraiment bonne avec les 333 chevaux. Le torque vectoring agit de manière très efficace, gérant la répartition du couple au niveau de l'essieu arrière. La puissance est initialement envoyée de l'avant à l'arrière, puis finement distribuée à droite et à gauche. Et quand j'accélère en sortant du virage, j'ai plus de puissance à l'extérieur de la courbe.
C'est vraiment impressionnant et cool avec une direction précise et la voiture est particulièrement légère à manier. Donc, ça paraît léger. Comme je l'ai dit, on dirait une compacte sportive, puis un break compact sportif pour ainsi dire. Et vous pouvez voir ici à quel point je passe en douceur de gauche à droite et vous devez appuyer légèrement fort sur l'accélérateur. Voilà, la direction pourrait avoir un peu plus de feedback cependant je pense. Pour ce type de voiture sportive avec plus de 300 chevaux, j'aimerais un volant un peu plus rigide. Mais c'est peut-être simplement une question de préférence personnelle. Ce qui me plaît vraiment, c'est à quel point c'est incroyablement agile et réactif. C'est plutôt cool. Monter la côte et dans ces virages, c'est tellement amusant. Donc oui, c'est vraiment l'une des propriétés les plus amusantes ici. J'adore vraiment cela. Bien sûr, on ressent clairement la différence marquée entre les pneus d'été et ceux d'hiver. Ici, lors de notre essai hivernal, nous avons des pneus d'hiver sur ce véhicule. Et bien sûr, ils ne sont pas aussi performants. C'est là que vous ressentez vraiment la différence la plus marquée. La suspension est notable en mode Cupra ou sportif. Je dois dire que les sièges sport dans ces virages sont vraiment excellents. C'est incroyable. Concernant la consommation, vous pouvez rouler avec celui-ci à des vitesses pas trop élevées avec environ 8 litres au 100 km. 29 miles par gallon US, 35 miles par gallon UK. La Cupra Leon Estate débute à 38 000 € en Allemagne. Et comme ça se présente ici maintenant, n'oubliez pas, c'est la version de 333 chevaux puis le VZ. Combiné avec ça, et aussi la version extrême, qui inclut alors les freins de performance ainsi que les sièges baquets à l'intérieur, donc tout parfaitement bien équipé, plus peut-être le crochet d'attelage, toujours en option. Ensuite, vous arrivez à 64 000 €, ce qui est assez lourd, très cher. Dans ce cas, ça vaut le coup car c'est vraiment amusant.